Bonjour tout le monde, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Street, power, haltéro, l'équipe de invités est là pour décrypter tout ce que l'on peut apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Comment allez-vous les gars ? Bien les gars et vous ? En forme ? Ça va. En forme après cette semaine on va dire légère. Ah oui, parce que du coup la petite actu perso c'est que Victor a goûté au deload. Voilà. Exactement. Comment ça s'est passé ? Franchement bien, bonne sensation toujours. Moins de volume, un peu moins d'intensité aussi et non ça fait kiffer. Là, C'était intéressant pour toi de te reposer un peu ? Ouais, franchement c'était une des premières fois que je faisais un deload, donc première expérience. On va voir si ça a apporté ses fruits là durant les prochaines semaines, voir si ça va continuer à perf ou pas à l'entraînement. Il y aura des tests ? Je pense, hein. Il me semble. Faut demander au coach. Ouais, il faudra. Bah ouais, faudra voir où est-ce qu'on est. Bien sûr. Bon, sinon à part ça, le programme de cette émission, épisode 12 déjà, on va vous parler de Victor Wembanyama qui s'apprête à entrer en NBA. Et on va aussi vous parler de la prise de masse musculaire. Donc on vous a déjà pas mal parlé d'hypertrophie, mais du coup on va parler plus en détail de l'aspect nutrition et progression par rapport à l'incrémentation que vous pouvez mettre en place sur vos entraînements et sur l'aspect nutrition. Et à la fin, il y aura un versus qui a été préparé par moi-même, puisque je me suis incliné la semaine dernière face à Trésor. Donc vous verrez, on va revenir sur des petits classiques. J'innove un peu, mais les questions sont super intéressantes. Allez. Je le promets. On te fait confiance. Du coup, pour l'actu du jour, est-ce que vous savez qui est Victor Wembanyama ? Bah, bien sûr. C'est évidemment l'athlète, on va dire, dans lequel on met le plus d'espoir au niveau du basketball. Et voilà, donc il est dans une bonne équipe. En vrai, ça va. Chez les Metropolitans, là. Et en vrai, ça fait quand même quelques saisons qu'il fait vraiment une saison parler de lui. complète. Ouais. Niveau défensif, même offensif, il est... Après, c'est son physique aussi qui lui permet d'avoir ces aptitudes-là. Donc... Ouais, voilà. Bon, on lui retire pas tout le travail qu'il met, hein, mais c'est pour ça qu'on vous parle de lui aujourd'hui, c'est qu'il a un physique absolument hors norme, et ça fait écho pas mal à notre sujet du jour qui est la prise de masse. En fait, c'est un bonhomme qui fait 2m21. Incroyable. Et qui pèse 109 kg. Ouais. À 19 ans seulement. T'imagines ? Donc, ouais, on met pas mal d'espoir en lui. Tous les experts, les spécialistes s'accordent à dire que s'il se blesse pas, ça peut être le plus grand joueur de tous les temps. Il y a qu'à regarder ses matchs, hein, il est capable de faire des choses que personne d'autre peut faire. Il est partout. C'est indécent. C'est indécent. Il est Incroyable. impressionnant. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il sait faire autant de choses qu'un mec. Il a la même, on va dire, vélocité, la même rapidité qu'un mec qui a une taille, on va dire, à peu près. On va dire normal, même si au basket, la plupart du temps, ils sont hyper grands, tu vois. Ouais, la moyenne, elle est à 1m99 quand même en NBA. Hein. C'est ça. Et lui, C'est il immense, fait combien déjà ? 2m21. T'imagines 2m21, être aussi mobile, une bonne vitesse comme ça. Ouais, c'est parce sûr que c'est ça souvent que les préparateurs physiques pointent du doigt en général avec les athlètes aussi grands. C'est que en général, ils sont moins rapides, C'est ça. moins précis. Et vu que leur centre de gravité il est plus haut, ils ont des petites difficultés sur les changements de Ouais, direction, c'est etc. Ouais. Donc, et puis surtout, il y a la question des blessures, hein, forcément. Aussi. Du coup, lui, son enjeu à lui, c'est de prendre de la masse musculaire un maximum pour prévenir des blessures. Du coup, il y a des gros enjeux de préparation physique en parallèle de ces matchs. Est-ce que vous avez une idée de combien de calories il doit ingérer chaque jour au minimum pour pas perdre de poids ? Bonne question, ça. Il doit avoir une bonne dépense déjà énergétique. Donc, Ouais, c'est ça, parce que du coup, quand on calcule la dépense énergétique journalière, il y a deux choses qu'on prend en compte en nutrition. Il y a le niveau d'activité physique de la personne. Ouais. Donc, évidemment, quelqu'un de sédentaire ne va pas manger autant qu'un sportif de haut niveau en NBA. C'est sûr. Et il y a aussi le métabolisme de base, qui lui dépend du sexe, de l'âge, de la taille et du poids. Donc, à votre avis, ça donne combien de kilocalories pour un athlète pareil ? franchement, ça doit être
Aller dans les alentours de, je dirais, minimum 4000 déjà, sûr. 4000, Sûr, ouais, ouais, pareil. 4000 Moi, j'aurais peut-être minimum. 10 moins, tu vois. Mais... Ouais, non, ça fait un bon 4000 déjà. Non, déjà 4000. Ah ouais. Ouais. En fait, faut se dire que bon, il a pas un IMC totalement bas, enfin super bas qu'on peut s'imaginer. C'est difficile de se rendre compte, mais 2m21, 109 kg, ça fait un IMC à 22,3, ce qui est totalement dans la moyenne. Son métabolisme de base, du coup, il est à 2500 kcal, Ok. que l'on va multiplier par 2, 2, ouais. minimum 2, Ouais, bien sûr. 2 qui est le NAP d'un sportif de haut niveau comme ça, ce qui nous fait à peu près 5000 kcal. Ouais, ça m'étonne pas. Pouah. Ah ouais, ça m'étonne pas. 5000 kcal. Pour une femme normale, c'est 2100 à peu près. Donc c'est des estimations, encore une fois. Ok, on ok. on sait pas vraiment. Enfin, moi, je pointe souvent du doigt les limites du NAP, c'est que on a du mal à se rendre compte du réel NAP des gens jusqu'à ce qu'ils nous disent ce qu'ils font toute la journée. En l'occurrence, lui, il suffirait qu'il ait 2 entraînements de 2 heures, ça suffit à faire exploser le NAP, même si à côté il est sédentaire. Donc des dépenses Ah ouais. et des besoins qui sont impressionnants. Ouais, et en plus, là, le truc, c'est que bon, il est grand, mais il est pas encore très, très massif, on va dire. Ouais. Bah, je pensais qu'il était un peu bas en poids pour sa taille. Et finalement, quand on ouais. voit son IMC, on se dit que c'est à peu près cohérent, ça va encore. T'imagines le nombre de calories qu'il va devoir grailler. Bah justement, s'il c'est ça la commence à question. faire de la Et muscu. ça fait écho au sujet qu'on va Exact. développer après. T'es bon. C'est que lui, il va avoir un enjeu de prise de masse musculaire et de nutrition Ouais. super important. Faut savoir, hein, 5000 kcal pour ceux qui se rendent pas compte. Est-ce que vous savez, le petit péché mignon de Trésor, le kebab, combien ça représente de calories à peu près? Non, franchement. C'est 1002. 1002? Ouais, je dirais. Ah, tu vois ça haut. Les gens, enfin, les valeurs qu'on trouve en général, c'est entre 600 et 800. Ok. Et ils disent que que ça peut monter jusqu'à 1000. Je pense un taco, c'est peut-être 1000, 1002. Ah, j'ai pas regardé pour le tacos, mais en plus, ça dépend vachement de la taille. Mais en tout cas, sachez qu'un kebab, ça fait, on va dire, allez, 800 kilocalories jusqu'à 1000. Donc ça représenterait 5-6 kebabs par jour. Gros, t'imagines? Et encore, on estime, on estime sa DEJ à 5000 kilocal, mais je pense que c'est un petit peu bas par rapport à ses réels besoins. Donc rendez-vous compte un petit peu de la quantité de nourriture qu'il doit ingérer, parce qu'évidemment, il fait pas ça avec des kebabs, il fait ça avec de la nourriture, je dirais brute, pas transformée, pour limiter tous les problèmes de blessure, optimiser la performance. Du coup, il doit passer peut-être autant de temps à manger qu'à s'entraîner. Et c'est ça ce dont on ne se rend pas vraiment compte dans le sport de haut niveau. C'est toutes les habitudes qu'il y a à côté. Ouais. Toutes les habitudes de ces sportifs-là, toute l'hygiène de vie en fait qu'il y a autour de leur pratique. Donc nous, on espère que ce gars-là va aller loin. Bah, j'espère aussi. Du coup, là, il vient de rentrer à NBA, donc il est. Bah, Il n'est pas encore drafté. Mais en gros, il y a Presque sûr. ouais, ça va être sûr. Bah, dans tous les cas, oui, c'est sûr. Mais en gros, c'est plus l'équipe qui va le choisir. Mais là, comme ça a été les Spurs qui ont été Voilà, c'est ça. Ouais. désignés en premier choix. Donc, en général, ils vont. Enfin, c'est même pas en général, c'est presque sûr. Tout le monde sait qu'ils vont choisir Victor. Ouais. Après, ça va être intéressant de le voir se développer dans un autre championnat. Et en plus, on va dire, je pense que la NBA, c'est le meilleur championnat de basket, hein, si je me trompe pas. Là, ça va être intéressant de le voir évoluer contre des joueurs, on va dire, un peu plus voilà. costauds, avec un peu plus de bagages, on va dire, techniques, etc. Que... Même si en Europe, on joue très bien au basket, hein, mais je pense que ça va être intéressant de le voir se développer dans une... Ah, j'ai hâte de suivre ça. Hein. Ouais, non, ça Après, va il y en bien. a beaucoup qui sont déçus dans le sens où, comme il y a déjà eu Tipeee qui était chez les Spurs, Ouais. donc ils ont un peu peur de. Ah, ça fait doublon. Ouais, voilà, Historiquement. c'est un peu ça. Du coup, ils disent. ils ont peur par rapport à quoi que... Bah, par rapport au fait de marquer réellement l'histoire, parce que Tipeee, il a vraiment marqué ok. l'histoire. Il va être un d'accord. peu dans l'ombre de Ouais, c'est Tony ça. Parker. Ouais, mais après, c'est ça, justement, on va dire que les boss, ils sont là pour se faire au bout d'un moment dépasser. Ouais, tu vois ce c'est que je veux sûr, dire. c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ouais. Je pense pas que, bon, Tipeee il est quand même ancré dans l'histoire du club. Hein. Ouais, justement. On Dans verra, l'histoire ça va être du bien. basket français. Ouais, non, ça fait kiffer. Bon, bah, du coup voilà pour la petite actu, c'est à suivre de très très près, hein, forcément, parce que les athlètes français qui arrivent à faire carrière dans les ligues américaines de tous ces sports américains, etc., il y en a pas beaucoup. Ouais. Donc ça fait plaisir de voir qu'en France on arrive à faire monter des athlètes comme ça. Et ça nous permet aussi, nous, de développer l'aspect prise de masse musculaire.
parce que c'est ce qui intéresse forcément beaucoup de gens parmi vous qui nous écoutez. Savoir comment on fait pour optimiser l'hypertrophie, vous savez à peu près si vous avez écouté les derniers épisodes. On se permettra quand même de faire un petit rappel. Nous, on va parler surtout de l'aspect nutrition, récupération et progression. Du coup, je me tourne vers Trésor, forcément. Le nutritionniste, Parce que vraiment. c'est lui l'expert, le diététicien. D'un point de vue nutritionnel, comment on fait pour gérer une prise de masse? Déjà, il y a déjà les bases qu'on va pouvoir rappeler tout simplement, hein. Ça va être les lois physiques de la thermodynamique, hein, tout simplement, avec la balance énergétique, hein, comme tu l'as bien précisé. Donc il va tout simplement falloir avoir des apports caloriques qui vont être plus importants que vos dépenses journalières. Donc admettons, comme là dans le cas de Victor, s'il veut prendre en masse, il est à 5000 calories de dépenses journalières. Le but, ça va être d'être au-dessus des 5000 calories pour pouvoir prendre en masse. Et après, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont être importants. Je ne sais pas si vous voulez que je les développe tout de suite. Vas-y. Ok, on va dire il y a une pyramide qui était intéressante, qui s'inspire un petit peu de celle de Eric Helms dans l'entraînement. C'était un peu sur la prise de masse. Donc il va falloir veiller tout simplement déjà aux apports caloriques. Ensuite, ce qui va être important, ça va être tout ce qui est volume alimentaire. Donc à savoir qu'à volume égal, parfois vous allez avoir donc un apport calorique qui va être moindre. Donc vous allez devoir veiller à ça, puisque votre but justement c'est d'apporter beaucoup plus de calories. C'est pas forcément facile non plus. Donc admettons, vous allez essayer d'avoir un volume alimentaire qui va pas vous apporter une plénitude complète et un indice de satiété important, puisque sinon vous allez avoir du mal à réitérer donc cet apport calorique. Ensuite, qu'il va falloir veiller, ça va être tout ce qui est densité énergétique, hein, des aliments. Donc tout simplement, et c'est aussi de pas forcément privilégier, mais c'est aussi quand même d'apporter de manière fréquente quand même des aliments qui vont nous apporter quand même à bas volume alimentaire un apport calorique assez important, donc une densité énergétique importante. Donc ça veut dire, par exemple, pour prendre un exemple tout simple, ça va être par exemple les oléagineux. Ça peut être intéressant parce que on va dire que pour 100 grammes, par exemple, d'amandes, vous allez avoir une densité énergétique importante et vous n'allez pas forcément avoir un volume alimentaire hyper important et un indice de satiété hyper important. Donc ça peut être intéressant. Manger 100 grammes d'amandes, bon courage. Mais là, je prends un exemple pour vraiment imager. Après, ce qui va être important, ça va être de veiller tout simplement à tout ce qui est apport en fibres, protéines, parce qu'on sait que c'est satiétogène. Donc, gestion de l'IG. Ouais, c'est ça. On peut faire gestion de l'IG aussi par rapport Attends, si on réorganise un petit peu la pensée, je vous invite à aller sur internet, taper pyramide nutrition Eric Helms, comme ça vous avez sous les yeux un petit peu l'ordre dans lequel on va suivre la réflexion. La base de la base pour la prise de masse, c'est d'être en surplus calorique. Donc tu l'as bien expliqué, dans le cas de Victor Wembanyama, s'il a une dépense énergétique journalière de 5000 kcal, le but ça va être légèrement au-dessus. Comme ça, on va induire une prise de masse musculaire. Ensuite, par rapport aux macronutriments, il va falloir bien gérer la répartition de ces macros-là, parce que le but en prise de masse musculaire, du coup, c'est d'avoir aussi un bon quota de protéines. Ouais. On recommande quoi ? 1,6 g, 2,2 g ? Ouais, c'est ça. À peu près ? Par kilo de poids de corps, c'est ça. Voilà, donc vous calculez par rapport à votre poids de corps, 1,6 g à 2,2 g par kilo de poids de corps par jour. Après, le plus important en prise de masse, ça va être bien sûr l'apport journalier, mais ça va être aussi surtout la fréquence, parce qu'on a remarqué qu'il y a un seuil d'effet de tolérance, donc on va dire seuil de leucine plutôt, qui va être, s'il est trop élevé par repas, va dépasser totalement la capacité de synthèse protéique, et l'apport en plus sera pas donc nécessaire. Ça, par rapport au timing des repas, bien répartir la quantité de protéines. Toi, tu disais, la dernière fois, tu parlais de 20 grammes. J'ai jamais lu ça. Tu parlais de 20 grammes par repas ? Ouais, 20 grammes par repas, ouais. Ouais, ok. Bon, c'est un peu à titre indicatif, hein, parce que évidemment, ceux qui pèsent 120 kilos, les 20 grammes par repas, ils vont forcément les dépasser. Ouais, voilà. Ouais. Sauf si, évidemment, ils sont 36 collations avec des shakers de 20 grammes de prot. Mais ça, c'est juste pour justement se dire qu'il va falloir avoir potentiellement une fréquence un petit peu plus importante dans la journée d'apport protéique pour pouvoir vraiment optimiser. Après, c'est de l'optimisation. Bien sûr qu'une fréquence moindre, vous allez tout de même progresser. Mais voilà. Ok, intéressant. Et du coup, pour les macros, après, on gère les lipides forcément. Ouais. Les lipides, tu recommandes quoi ? Bon, en général, pour un bon point de départ, ça va être 1 gramme par kilogramme de poids de corps. C'est ça. Ouais, pour le départ. Et les glucides, en général, ce qui est le bon seuil pour 3 vraiment... ouais, voilà, c'est ça. 3 grammes déjà par kilogramme de poids de corps, c'est déjà un bon point de départ. Après, moi, je vous invite à considérer les glucides vraiment comme le complément de votre ration.
C'est-à-dire que j'aime bien prendre cette image-là, mais on va dire que votre dépense énergétique journalière, c'est un verre, que vous allez d'abord remplir ce verre, que le but c'est de remplir ce verre pour avoir votre total calorique. C'est de ne pas perdre de poids. Il faut remplir ce verre. Vous allez d'abord remplir ce verre avec vos 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ensuite avec vos 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, et ensuite le vide qui reste, vous allez remplir avec les glucides. Ok. Du coup, ça dépend vraiment de votre objectif. Et c'est ça. pour ça qu'on dit que les glucides, c'est le complément de la ration. C'est vraiment les glucides qui vont déterminer si vous êtes, enfin, qui vont permettre le surplus ou le déficit. C'est-à-dire que si vous voulez être en déficit calorique, sécher un peu ou perdre du poids, c'est les glucides que vous allez réduire parce que les besoins en protéines et en lipides sont super importants. Les glucides, c'est très important pour le cerveau, mais c'est avant tout le substrat énergétique principal. Il faut savoir que les protéines et les lipides, c'est bon pour votre santé hormonale, pour l'intégrité de vos cellules, le bon fonctionnement du corps humain. Donc, il ne faut pas y toucher quand on gère sa ration. Ok. Du coup, après les macros, on parle peut-être des micronutriments dans la pyramide d'Eric Helms. C'est quoi les micronutriments importants à prendre en compte? Bah après, là, ça va être plus par rapport au fonctionnement de l'organisme. Ça va moins rentrer en compte, on va dire, dans le schéma vraiment de prise de masse. Mais en général, ça va être les micronutriments classiques. Donc ça va être magnésium, tout ce qui va permettre d'optimiser tout simplement l'effort physique, donc l'effort en résistance. Donc j'ai l'exemple du magnésium. Il y a le calcium, tout simplement, qui permet la contraction, le magnésium aussi, l'influx nerveux, donc il va y avoir la vitamine D aussi, qui a été, Gestion du sodium aussi. sodium bien sûr. Après, fer, lui, il parle des micronutriments dans sa pyramide, il me semble. ouais. Mais on peut l'étendre aussi à la micronutrition et Ouais, se dire que derrière c'est ça. chaque macronutriment, il y a des aspects importants à prendre dans Bien sûr, les protéines, les lipides, les glucides. Du coup, pour les glucides, moi j'aime bien parler de la gestion de l'IG pour bien sélectionner les types de glucides que vous allez prendre. Donc l'IG qui est responsable qui va induire une réponse à l'insuline différente, mais surtout qui va permettre de mieux gérer la satiété. Et quand on va prendre de la masse en général, l'enjeu c'est de réussir à manger beaucoup, donc bien gérer la satiété, c'est intéressant. Pour les protéines, on a dit essayer d'avoir des protéines complètes ou alors des protéines qui se complètent. Donc les protéines complètes, c'est les protéines animales. On parle beaucoup de la whey parce que c'est issu du lait, c'est la référence, mais les œufs c'est très intéressant aussi. Pour les protéines végétales qui se complètent bien, on peut prendre des légumineuses et des céréales. Les légumineuses, le facteur limitant en général, c'est la méthionine, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors que dans les céréales, c'est la lysine. Lysine. Donc combiner les deux, ça permet de ne pas avoir de carence dans les acides aminés que présentent ces protéines-là. Après, je dirais qu'une seule limite par rapport aux protéines végétales, c'est qu'en général, il va y avoir une constitution en fibres plus importante que Ouais. dans les protéines animales. Et du coup, en termes de satiété, ça va être beaucoup plus élevé. Et du coup, en termes de, on va dire, volume alimentaire, ça peut être, enfin, on va dire qu'à volume alimentaire égal, vous allez sans doute avoir moins d'apport calorique avec les protéines végétales. Donc, ce serait plus compliqué, on va dire, Ouais. au cours de la journée. Conseil de maximiser les protéines animales parce que du coup, on n'a pas parlé des lipides, mais la bonne gestion des lipides en général, c'est les acides gras insaturés, mono ou polyinsaturés, on en a déjà parlé la semaine dernière. Hein. Les acides gras trans, on essaie de les supprimer, les acides gras saturés, on essaie de les limiter. Et du coup, les fibres, qui n'est pas un macronutriment énergétique, même si ça apporte 2 kcal, il me semble, par gramme de fibres. Mais du coup, les fibres, on les prend surtout d'un aspect santé, d'un aspect gestion du cholestérol, gestion de la triglycéridémie. Ça prévient du cancer colorectal. On conseille d'en avoir à peu près 30 grammes par jour. Si vous mangez des pâtes complètes et des légumes et des fruits, les 30 grammes par jour, quand vous êtes en prise de masse, en général, ils arrivent très très vite. Très franchement, ils arrivent très, très vite. Surtout pour ceux qui ont une alimentation tournée autour de l'avoine et des pâtes complètes. Ça va très très vite, donc vous pouvez vous amuser à compter, mais en général, il n'y a pas trop à s'en faire. L'enjeu, comme dit Trésor, c'est surtout de bien gérer le placement des fibres sur ces repas. Moi, j'ai tendance à les mettre le soir, parce que ça ne pèse pas trop sur ma digestion, du coup ça perturbe pas mon sommeil, mais ça permet surtout d'avoir faim toute la journée et du coup de garder cette envie de manger et d'être prêt à encaisser d'autres repas. Mais si vous le répartissez tout dans la journée, c'est très intéressant aussi. En tout cas, c'est les 4 points qu'il faut bien suivre du coup
dans l'aspect micronutritionnel de votre prise de masse. Après ça, on a, il me semble, dans la pyramide d'Eric, c'est le timing des nutriments, le timing des repas. Ouais. Du coup, comment gérer la répartition de ces repas. On l'a dit, hein, ça va dépendre forcément de votre emploi du temps, de vos préférences, de vos habitudes, de votre environnement social. Mais l'idéal, c'est de répartir ces repas-là pour avoir à peu près, maximum 20 grammes de prot par repas. Ne pas se forcer, à manger. Essayer de limiter ça un maximum, même si je sais que parmi vous, il y a sûrement des acharnés qui se disent faut faire le taf, etc. Le but, c'est pas de se rendre malade ou pas de se faire des nœuds au cerveau avec la nourriture. Du coup, essayez de bien répartir vos repas et de vous écouter malgré tout. D'avoir une fréquence intéressante, quoi. Ouais, Parce que c'est voilà, vrai c'est que ça. si vous avez que 2 repas, c'est compliqué de. Essayez de diviser. Ouais, bien sûr. C'est compliqué vraiment simplement 2 repas. Déjà, dans notre cas, je pense que. Enfin, moi, je pense que je suis à peu près à les 3000 calories à peu près. J'ai pas fait les calculs, mais je donne une estimation. 3000 calories sur 2 repas, c'est quand même compliqué déjà, juste pour être en maintien. Alors, pour être en surplus, c'est pour ça que la fréquence va permettre quand même d'avoir un apport calorique plus important. Ouais, donc la première chose que les personnes qui veulent faire une prise de masse mettent en place, en général, c'est de diminuer un petit peu la quantité de calories apportées sur les repas principaux de la journée. Donc, en général, en prise de masse, il y a très peu de personnes qui prennent pas du petit déjeuner. Donc on va dire il y a petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ajouter à ça une collation entre chaque repas, déjà ça, et peut-être une collation autour de l'entraînement. Donc ça me permet de bien diviser le total calorique sur la journée et du coup avoir l'impression de moins se forcer, de peut-être moins chargé après un gros repas. Pour ma part, pendant un temps, j'ai longtemps fait des très très gros repas à midi. Je vous cache pas que j'étais bien somnolent après dans l'après-midi. C'était compliqué de continuer la journée. Du coup, je vous invite déjà à avoir un maximum de collations. Et dites-vous qu'aussi, il y en a certains qui se lèvent 2 heures plus tôt le matin pour prendre une collation, après retournent se coucher et ils disent ça me fait un repas en plus. Ah ouais. Donc ouais, il y a des acharnés comme ça. Donc tout est possible. On reviendra sur l'aspect récupération après. Mais l'idéal, quand vous êtes en prise de masse et que vous essayez d'atteindre un total calorique haut par rapport à ce que vous faites d'habitude, c'est de faire ça. Là, on s'adresse surtout à des gens qui ont peut-être des difficultés à prendre du poids ou qui ont peut-être un appétit qui est pas suffisant par rapport à leurs réels besoins. Du coup, il y a sûrement des gens parmi vous qui arrivent à faire une prise de masse sans diviser autant sur la journée, sans se prendre autant la tête. Mais en tout cas, les recommandations les plus répandues, c'est ça. Et on peut parler très brièvement de l'aspect supplémentation, le dernier échelon de la pyramide. Qu'est-ce qu'on nous dit en prise de masse? Qu'est-ce qu'il faut prendre? En général, ça va être l'apport protéique qu'on va généralement prendre, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir leur quota de protéines journalier. Donc ça va être en général les whey protéines, hein, qui ont un profil d'acides aminés assez complet, un bon aminogramme, donc avec les acides aminés essentiels et une assimilation assez rapide. Donc ça va être la supplémentation la plus conseillée, on va dire. Après le reste, il y a des choses intéressantes, mais c'est pas non plus, il n'y a pas d'effet significatif non plus sur la prise de masse. Donc après, peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu brièvement, mais Par rapport à la créatine? ouais. Tu penses à la créatine? Bon, Ouais. On en a déjà beaucoup parlé de la créatine, hein. N'ayez pas peur de ça. On a vu sur les réseaux ces derniers temps tourner pas mal d'extraits de l'émission Quotidien où certaines personnes se permettaient de dire la créatine, on sait pas ce que c'est. Mais à forte dose, il doit y avoir des effets négatifs. Ouais, bon, comme pour tout, hein, à forte dose, il y a des effets négatifs. Non, la créatine, il n'y a pas de risque. La créatine, vous pouvez en prendre. Nous, ce qu'on conseille, c'est de prendre la créapure parce que du coup, vous êtes sûr de la qualité de la créatine que vous prenez. Même s'il y a d'autres marques de créatine qui n'ont pas ce label créapure là, qui font tout à fait l'affaire, mais ça vous permet d'avoir une marque fiable en fait, d'être sûr à peu près de ce que vous achetez, de ne pas prendre de risques, je dirais. Du coup, la créatine, très intéressant pour avoir plus de patates à l'entraînement, du coup Ouais, ça va être ça. réussir à mettre plus d'intensité, du coup induire peut-être plus de dommages musculaires et du coup une meilleure réponse hypertrophique. Mais on a aussi vu qu'il y a des
très bons, des avantages intéressants, je dirais, par rapport à la prise de créatine sur la récupération et la santé du cerveau, il me semble. Ça prévient de maladies neurodégénératives, il me semble, la Ouais, Parkinson. Ouais. Donc la créatine, très intéressant. Après, en autre complément pour la prise de masse, je sais qu'il y en a qui aiment bien parler de la crème de riz. Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai vu, Stéphane, il en prend, Stéphane NFC. La, Il en prend pas mal, lui, pour son. la crème de riz, c'est intéressant pour apporter des glucides dans toutes les recettes. Hein. Apporter des glucides et du coup des calories supplémentaires facilement. De quoi est-ce qu'on peut parler d'autre? Après, D'un point de vue santé, moi j'aime bien parler des oméga 3 toujours. Hein. Pour réduire l'inflammation, bénéficier. Afficher un meilleur profil lipidique, du coup prévenir de certaines maladies associées aux dyslipidémies. Sinon, les compléments que vous allez prendre ensuite, c'est surtout des choses pour faciliter la prise de vos calories et de vos macronutriments. Donc on a parlé de la crème de riz, mais aussi tout ce qui est sucre rapide pendant l'entraînement, qui vont forcément avoir un impact sur le total calorique. Moi, j'aimerais bien parler du cholestérol parce que j'ai vu récemment un papier là, de Menno Henselman qui était intéressant, je trouvais, et qui montrait un petit peu l'importance du cholestérol parce que c'est vrai que pendant un moment, ça a été un petit peu la bête noire, on va dire, dans le monde de la muscu et même tout simplement le monde général. Hein. Mais c'est vrai que là, sur le papier, donc bon, c'est encore à creuser, on peut pas se fier qu'un papier, mais ils avaient comparé deux groupes de jeunes hommes. En gros, il y avait un groupe qui avait un apport en cholestérol plus important, même si on sait que l'apport exogène n'a pas forcément d'influence importante sur l'apport endogène, mais on avait remarqué que on va dire à apport de cholestérol important tout de même, il y avait quand même une synthèse protéique qui était plus importante. Et en fait, ça s'expliquait tout simplement notamment par, on va dire, une gestion du volume plus important, parce que simplement, le cholestérol, en fait, il est un constituant donc, des membranes cellulaires. Et comme on le sait, les dommages musculaires se font notamment sur le sarcolème, donc qui est la membrane des cellules musculaires. Et en gros, le cholestérol, comme il apporte un petit peu de viscosité et de stabilité, ça permettait de diminuer un petit peu les dommages musculaires et de réitérer une fréquence de travail un peu plus importante. Et aussi, ce qui était intéressant, c'était ce qu'on appelle les radolipidiques. En gros, c'est en gros des composants de certaines voies de signalisation. Donc, on en a déjà parlé, et dont une voie de signalisation qui est hyper importante. Donc, c'est mTOR, qui est la voie initiatrice donc de la synthèse protéique. Et donc, c'est pour ça que le cholestérol n'est pas non plus à négliger, à mettre de côté totalement. Donc, voilà, c'était un petit point à rappeler. Voilà, pour un petit peu casser les idées reçues, c'est important. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur les lipides. Bien sûr. Il y a beaucoup d'idées reçues qui tournent. On pourrait faire une petite partie d'émission sur ces choses-là, ou même une émission complète sur les idées reçues en nutrition qu'on pourrait débunker, ce serait intéressant. Mais du coup, je pense qu'on a couvert à peu près le sujet par rapport à l'aspect nutritionnel de la prise de masse. Moi, j'ai peut-être un petit point physio par rapport à le pourquoi du comment, enfin par rapport à la prise de masse et par rapport à l'apport énergétique. Vas-y, dis-nous. En fait, tout simplement pour expliquer, en gros, pourquoi on dit que c'est important d'avoir le surplus calorique, c'est que tout simplement, en fait, tous ces processus cellulaires, tout simplement, donc ce qui est par exemple la synthèse myofibrillaire, donc protéique, demandent de l'énergie. Et tout simplement, en fait, vous allez donc avoir des voies de signalisation qui vont permettre ce qu'on appelle la transduction et la traduction de nouvelles protéines. Et le problème, c'est que vous allez avoir deux voies de signalisation qui vont être concurrentes. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc ça va être mTOR, ça va être celle qui va permettre la synthèse protéique, et la voie qui va être concurrentielle, ça va être AMPK. Et en gros, lorsque vous êtes en déficit, vous allez donc empêcher la phosphorylation d'mTOR, et qui va initier donc toutes les étapes de signalisation qui permettent la synthèse protéique. Et vous allez du coup privilégier la voie AMPK, qui est du coup un capteur d'énergie cellulaire. Et du coup, en fait, le but de AMPK, c'est de réduire tous les processus anabolisants pour justement maintenir cette énergie pour le processus global de l'organisme, pour maintenir justement les fonctions vitales de l'organisme, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que si vous êtes en déficit, c'est quand même, on va dire, assez compliqué de prendre en masse musculaire.
Quoique, il y a eu certaines quand même études qui ont montré qu'à un déficit énergétique égal, avec un apport protéique qui était de 1,6, 1,8, je crois même 2, ils avaient soit réussi à maintenir, soit même réussi à prendre en masse musculaire. Donc c'est vrai qu'on peut apporter un peu de nuance, mais en règle générale, sur la majorité des gens, c'est le surplus calorique qui va être le plus important. Ok, merci pour ce petit point physio-trésor. Partie entraînement, Faut mettre de l'intensité. voilà, la tension mécanique. On a déjà Stress beaucoup parlé de métabolique. l'hypertrophie, hein. Du coup, je propose à Victor de faire les petits rappels de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur l'hypertrophie. C'est quoi les principes de base qu'on a beaucoup répétés et qu'il faut mettre en place autour de son entraînement, de la programmation, de ce qu'on fait à la salle et tout ça? Bon, déjà, à prendre en compte, il y a tout ce qui est au niveau des caractéristiques de l'individu. Donc, d'une part, tout le monde n'est pas sur la même longueur. Pour tout ce qui est prise de masse, hypertrophie, il y a quand même quelques principes de base à respecter. Donc, notamment au niveau de la fréquence de l'entraînement, Ouais. essayer de travailler un groupe musculaire au moins 2 fois dans la semaine. Ouais. Ça, c'est vraiment, relié au nombre de séries, quoi, en gros. Aussi, ouais, au niveau du volume, tout ça. Nombre de séries, combien? Nombre Par groupe de- musculaire? par groupe musculaire par semaine. Ouais. Je sais pas, on avait dit entre 10 et 20, c'est ça, Ouais, c'est ça. 10 et 20 séries. Voilà, au niveau du... Aussi, il faut faire de la force quand même. C'est important de quand même engendrer de la force pour tout simplement un gain de force et pouvoir justement... Moi, avoir- je dirais que toute surcharge progressive induit forcément Oui, une bien réponse sûr. hypertrophique. Bien sûr, mais je veux dire, moi je pense que dans une, on va dire dans une prise de masse, dans une hypertrophie, il faut quand même faire, tu vois, on va dire des mouvements pardon, polyarticulaires en force, tu vois. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est intéressant quand Moi, même. parfois, je pense que moi, je dirais ça peut être intéressant parfois si on veut dire passer un palier. Ouais, C'est-à-dire qu'on voilà. a du mal à, je sais pas, avoir une surcharge progressive au niveau Quand de on stagne l'intensité et de la tout. charge. Ça peut être intéressant pour amener une tension mécanique plus importante par la suite. Je suis Dans ce d'accord cas-là, que ça c'est peut pas être le plus intéressant. optimal pour rechercher l'hypertrophie à fond, mais c'est quand même important, je trouve. Après, Après, quand tu vois les sportifs de force, même en streetlifting, etc., ils ont des physiques assez impressionnants. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais c'est parce que en gros, on a tendance à dissocier un petit peu les deux, dans le sens où on se dit que quand on fait un sport de force, on fait uniquement les mouvements de force, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, il y en a quand même qui le font, mais en général, c'est pas le cas. Donc, on fait tout de même. Il y a quand même un certain volume. On fait pas que des 2 répétitions tout le temps. Ouais. On varie l'intensité et le volume tout au long de la semaine. Donc, il y a forcément une tension mécanique, il y a on va dire une fréquence d'entraînement, il y a un volume important tout au long de la semaine. Donc, c'est ce qui permet aussi une hypertrophie. C'est ça. au-delà du volume, il y a l'intensité aussi qui est importante. C'est ça, bien sûr. l'intensité. Si vous entraînez pas proche de l'échec, c'est des séries de chauffe, donc Ça sert à rien. Inutile. il faut avoir quoi? 2 reps en réserve, c'est bien? C'est ça. Même en général, il dit jusqu'à 4 reps en réserve, mais 4 reps en réserve, c'est déjà compliqué, je trouve. C'est compliqué de se rendre compte, estimer, ouais. Ouais, de rep en réserve, c'est bien. Et comme on l'avait dit, on va dire l'élément le plus important à identifier, ça va être la vitesse concentrique. Si vous sentez que votre vitesse concentrique baisse, en général, c'est que vous rapprochez de l'échec. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'en général, moi, je connais des gens qui, comme ils ont conscience de ça, ils vont volontairement Ouais. baisser la vitesse. Ouais. Ouais. Donc c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en général, bon, le plus important, c'est d'essayer d'au moins faire une série à l'échec sur le mouvement et ensuite d'orienter à partir de ça, quoi. Ok. Il faut faire attention aussi, du coup, à pas tomber dans le surentraînement, comme on avait dit Ouais. dans les épisodes précédents. Ouais, c'est pour ça, si vous faites les choses bien et vous traquez un maximum vos données, que vous regardez le volume que vous encaissez, le tonnage et tout ça, que vous savez jouer avec ces variables-là, le surentraînement en général, Ouais. vous arriverez à vous en éloigner avant même d'avoir les premiers symptômes. Après, les gars, vraiment, le volume effectif, on le répète beaucoup, mais c'est hyper important parce que sachez que vraiment, ça va impacter votre capacité de travail et vous allez avoir du volume inutile. En gros, vraiment, si vous ne Ouais, faites ça, pas c'est des reps important à dire. effectives, c'est-à-dire vraiment proches de l'échec qui vont permettre une adaptation, en gros, vous faites du volume qui Qui sert à vous rien. engendre de la fatigue, mais qui n'est pas forcément optimal. Donc, c'est pas utile. Donc, vraiment, c'est hyper important ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vraiment avoir début, cette ouais. perception de Au l'échec. début, c'est dur. Ouais, hein. ouais, c'est dur. Moi, par exemple, c'était ça au début. Je faisais beaucoup de volume, mais au final, je pense que ça ne servait à rien du tout. hein. Ok. C'est pour ça, faites-vous suivre. L'idéal, Ouais. c'est de vous faire suivre. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, Du on coup, a pour dit la l'entraînement, fréquence, ouais. le volume, l'intensité. Choix des exercices,
choix des exercices. Maximiser un petit peu les exercices à forte tension d'étirement. L'étirement, Ouais, c'est bien ça. sûr. Voilà, Et quoi après, tout d'autre? simplement, comprendre la fonction principale du muscle, essayer d'aligner la tension exercée avec l'alignement des fibres, comprendre aussi tout ce qui est bras de levier interne au niveau de la relation tension-longueur. Donc ça, on en a déjà parlé avec la capacité de production de force à certaines amplitudes. Ouais. Et voilà. Après, la surcharge progressive classique. Donc vous essayez de jouer sur les leviers intensité, volume, tonnage, donc comme on l'a déjà dit. Fréquence de travail aussi. Voilà, le temps de repos aussi qu'on Ouais. peut jouer dessus. Et, Ouais, voilà. Hein. on a fait Après, le tour. voilà, les plus importants, en vrai, le plus important, c'est déjà la tension mécanique. Ouais. C'est le plus important. Déjà, essayer d'apporter une tension importante, donc une sorte d'intensité quand même assez importante. Et après, voilà. Après, il faut Volume. laisser faire le corps faire. Hein. Bien Des sûr. fois, ça peut prendre. Des fois, pour certaines personnes, ça peut prendre énormément de temps de voir les résultats. Mais il faut pas lâcher. Hein. Il faut continuer. Au bout d'un moment, votre corps, il va comprendre et il va se lâcher. Il va comprendre le mécanisme, comme on dit. Après, c'est aussi d'avoir, on va dire, une certaine stabilité, donc essayer de minimiser le maximum de facteurs limitants. C'est-à-dire que le but de votre exercice, c'est que le facteur limitant, donc si vous arrivez à l'échec, ce soit le groupe musculaire donc ciblé. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'en général, on dit qu'on a plus de mal à avoir une hypertrophie plus importante avec les exercices polyarticulaires. Bon, c'est pas forcément le cas, mais c'est Ouais. tout simplement Ouais, parce je que vous comprends. avez une recherche de stabilité qui est plus importante. Donc vous rajoutez un facteur limitant, alors qu'en général sur les machines, le facteur limitant, ça va être vraiment votre groupe musculaire. C'est ça. Donc en termes de tension ciblée mécanique, elle va être beaucoup plus importante en général. Donc C'est voilà, ça, c'est essayer de ça. varier les deux types d'exercices. Bon, après, sur le choix des exercices, on vous fait confiance. Hein. On sait que c'est le premier truc qu'on regarde quand on s'intéresse à la musculation, de savoir quels sont les exercices les plus effectifs. Vous avez dû comprendre qu'en fonction de vos leviers, tout n'est pas forcément optimal, que vous avez forcément des points faibles et des points forts, que le choix d'exercice va permettre de jouer sur ça. Mais vous saurez trouver les bons exercices. Il y a de très très bons conseils et vidéos qui tournent sur ça. On vous fait confiance et dites-vous bien que ça s'individualise beaucoup. Et pour la simple et bonne raison déjà que si vous aimez pas faire un exercice, bah ne le faites pas. Le but c'est de kiffer s'entraîner, de continuer à aller à la salle un maximum. C'est ça qui fera vos résultats avant tout. Et sinon, ouais, les petites bases, c'est de bien comprendre l'intérêt de l'isolation, l'intérêt des exercices polyarticulaires, l'intérêt des exercices lourds, etc. Mais encore une fois, c'est vous qui avez la main sur ça. C'est ça. Si vous vous faites testez. suivre et que vous expliquez à votre coach ou à la personne qui vous programme que vous aimez tel ou tel exercice plutôt que d'autres, il saura le prendre en compte et l'intérêt dans une programmation cohérente. Donc, ne vous en faites pas. Voilà. Donc après avoir parlé de ça, bien sûr, il y a aussi un autre aspect à bien faire, c'est la récupération. Pour Tout à fait. justement avoir un gain maximal. C'est quoi les conseils sur la récup? Sommeil. Sommeil, ça on vous le dit tout le temps. Fondation. Sommeil, c'est le plus important pour récupérer. Et combien d'heures de sommeil du coup? 8. Ouais, ça va être ça. Minimum. Mais en général, le plus important, c'est même pas forcément les heures. Enfin, c'est important parce que mais ça va être plutôt les cycles. Ouais, Les voilà, cycles de ouais, non, je sommeil. suis d'accord. C'est vraiment essayer d'avoir tous ces cycles. Donc vous connaissez, hein, c'est sommeil léger, je crois, sommeil profond et paradoxal. Ouais, c'est ça. Donc essayer d'avoir ces cycles-là. Et en général, ces cycles-là durent 90 minutes et on essaie d'en avoir quand même pour que ça, Entre le 5 total et 7. Ouais, voilà ça, pour que le total fasse 8 heures. Et voilà. Ouais, c'est pour ça, en fait, si vous comprenez bien les cycles de sommeil, vous comprendrez pourquoi des fois on vous réveille dans la nuit et vous n'avez pas l'impression d'être fatigué. C'est parce qu'en fait, on vous a réveillé à la fin d'un cycle. Donc c'est pour ça, essayez de jouer sur ces cycles-là pour vous réveiller le matin. Quitte à ce que la nuit soit un peu plus courte ou un peu plus longue que d'habitude, c'est ça qui va vous permettre de vous réveiller en forme, parce que couper le sommeil au milieu du sommeil profond, Ouais. c'est ce qui va être le plus dévastateur d'un point de vue sentiment d'énergie et de repos au matin. Donc essayez de bien jouer sur ça. Bon, petit rappel, hein, mais le sommeil c'est surtout pour l'hormone de croissance, parce que Ouais. c'est la nuit que ça se passe, enfin la nuit, pendant qu'on dort que ça se passe. Du coup, c'est là que vous allez maximiser vos gains sur votre croissance musculaire. Et après, il y a des effets aussi sur la concentration, sur les performances, sur aussi la prévention de blessures. Ils avaient déjà testé plusieurs sportifs et à des heures de sommeil beaucoup moins importantes plutôt. Donc ils étaient à peu près à 4 heures de sommeil. On va dire soit la récidive ou soit la survenue de blessures était beaucoup plus importante.
Donc ça, c'est un point vraiment à avoir en tête, hein. Et après, sur la performance simplement. Donc, en général, c'était sur des sports collectifs, mais ça peut se refléter sur les sports de force, hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, sinon, pour la récupération, on vous a parlé de la nutrition déjà. Dites-vous bien que ça va de pair. Moi, le petit tips que j'aime bien rajouter, c'est la ceinture, hein, forcément. Les eaux bicarbonatées pour apporter un petit peu de sodium et du coup, en plus de l'hydratation, permettre une très très bonne récupération, un rééquilibrage de l'équilibre acido-basique dans le sang, dans le corps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Après, il y a toutes les stratégies, on va dire, de récupération, mais qui ont un effet, on va dire, moindre, hein, quand même. Après, ça va être Ouais, tout ce c'est qui est ça. En fait, massage, on peut parler de plein d'outils, plein de méthodes, plein de récup actifs, etc. Dites-vous bien que dans l'ordre, le plus important, c'est le vrai repos, du coup, pas la récup active, mais le vrai repos, du coup, le sommeil ou la méditation ou le fait de se couper de ces activités-là, et que ça va de pair avec une bonne hydratation et une bonne alimentation. Euh, je dirais qu'à l'opposé de ce spectre-là, ce qu'il y a de moins utile et ce qui est moins prouvé scientifiquement comme utile, c'est la cryothérapie. Ouais. La cryothérapie et autre méthode un petit peu à la mode et tout ça. Non, en vrai, faites confiance aux choses simples. Et surtout si vous êtes occupé à manger beaucoup et à vous entraîner dur, en général, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Ouais, c'est sûr. Donc, concentrez-vous sur la base. Ouais. Je pense par rapport à la récup, il n'y a pas à se faire de nœuds au cerveau. Même si c'est très important, malheureusement, les choses les plus simples, c'est les choses les plus Efficace. Ouais, voilà. Par rapport à le dernier point du coup de cet épisode, c'est par rapport à l'incrémentation. Comment gérer l'évolution de sa prise de masse ? On parle beaucoup de surcharge progressive en musculation, enfin par rapport à l'entraînement. Comment gérer l'incrémentation dans la diète par rapport au total calorique ? Moi, en général, sur les papiers que j'avais vus, ils recommandent en général une augmentation, enfin, sur un bon point de départ, c'était 200 à 300 kilocalories, donc de plus, hein, par rapport à l'apport énergétique total. Après, en termes d'incrémentation, c'est déjà tout simplement ce que vous allez réussir à supporter, hein, tout simplement. Enfin, c'est encore une fois, si vous avez du mal à avoir une incrémentation importante, et c'est tout simplement de réduire cette incrémentation. Mais déjà 200 à 300 kilocalories, c'est déjà une bonne base et un bon point de départ pour commencer votre prise de masse. Ok, admettons maintenant que après 3 mois avec 200 kilocalories de plus, on se retrouve à stagner pendant plusieurs En semaines. maintien. Ouais. Comment on gère ce palier-là ? Après, on peut le gérer de différentes façons. Soit on joue sur le facteur dépense énergétique et du coup on la réduit. Donc ça permettra potentiellement de relancer un petit peu cette prise de masse. Soit on essaie une nouvelle fois de faire une incrémentation, donc sur l'apport nutritionnel. Ouais. Excusez-le, On va manger davantage. notre coach est malade. Je fume trop. Ouais, du coup, c'est moi en fait ce que je cherche à mettre en avant là, c'est que il y a forcément des moments où vous allez arriver à un plateau, que vous allez vous dire putain, mais en fait je progresse plus, ou alors il y a un truc qui va pas. Ne vous jetez pas tout de suite vers des solutions bêtes comme juste arrêter de bouger ou augmenter directement le total calorique. Prenez votre temps. Essayez d'observer un peu ce qui fonctionne pas, enfin, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et dites-vous bien que un plateau, c'est une période, une étape tout aussi importante et tout aussi intéressante qu'une phase de progression, et que ça s'inscrit totalement dans la progression en prise de masse, hein. C'est pas linéaire, mais n'hésitez pas à atteindre ces plateaux-là justement pour vous dire ok, là c'est peut-être le moment d'ajouter un petit peu de kilocal dans ma diète, enfin dans ma ration. Plutôt que de vous dire tout le temps, chaque semaine j'ajoute 50 kilocales ou tous les mois j'ajoute 300. Enfin, vraiment prenez votre temps et dites-vous bien que toute la graisse que vous ne prenez pas, c'est de la graisse que vous n'avez pas à perdre et que votre corps il préfère ça plutôt que de faire du yo-yo comme les bodybuilders sont obligés de faire. Vous prenez votre temps. Il y a beaucoup de gens qui parlent de prise de masse sèche. J'aime pas trop les réflexions qu'il y a autour de ça, mais le fond est intéressant. C'est quand même de se dire que
on fait que progresser et à aucun moment on va se dire il faut à tout prix que je cut pour me préparer pour l'été. Non, ça c'est ridicule en vrai. Essayez de faire les choses bien et vous n'aurez pas besoin de cut. Du coup, ça prendra du temps. Du coup, il y aura des phases de plateau. Mais vous profiterez d'une meilleure progression et vous ne prendrez pas la tête avec des périodes sans glucides juste pour sécher. Et puis en général, en vrai, si vous êtes en période de maintien, ça peut vous permettre d'avoir certaines données dans le sens où si vous avez un regard un petit peu sur votre apport calorique de la semaine, bah, vous allez vous dire, ok, avec cet apport-là, bah, pour l'instant, j'arrive à maintenir. Si vous rajoutez quelque chose, enfin tout simplement, je sais pas, n'importe quoi, hein, une collation ou une autre chose, en général, bah, peut-être que vous allez constater des progrès. Donc ça vous permet d'avoir une base, tout simplement. Ouais. Sur Pour laquelle après vous référez. orienter. Ouais, C'est ça. très intéressant, Donc, ça permet de se connaître. Hein. C'est ça, bien Ça sûr. permet de savoir ce dont on a besoin, hein. il Connaître faut pas les fuir. habitudes intéressantes, etc. Faut pas rejeter les plateaux ou le maintien. Moi, justement, je valorise ça beaucoup plus encore. Hein, être capable d'aller voir un coach et de dire ok, bah, pendant 3 mois, je faisais ça et mon poids était stable. Je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire qu'il y avait du coup l'équilibre que tout le monde recherche, l'équilibre dans lequel il n'y a pas de perte de poids ou de prise de poids, où il n'y a pas de défaut sur la récupération, où il n'y a pas de défaut sur la capacité à s'entraîner, la capacité à se concentrer sur les tâches plus cognitives. Ça, c'est vraiment ce que beaucoup de gens recherchent. Hein. Dites-vous bien qu'il y a des gens qui ne savent pas trouver leur équilibre, qui sont sans cesse dans une période yo-yo avec leur poids, qui ont du coup des problèmes de sommeil ou qui ne sont pas performants à l'entraînement. Non, ça, faut le valoriser. Le plateau, c'est une période très intéressante. Entièrement d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la prise de masse ? Bon, bah là, moi, je voudrais dire un truc. La prise de masse, c'est bien, mais ça a quand même on va dire, des petits désavantages. D'une part, c'est cher de faire une prise de masse bien mangée. On est d'accord, les gars? Ouais, forcément. Bien manger, c'est devenu cher, mais bon, si on veut des résultats, on est obligé. Donc, c'est un investissement. Comme tu l'as dit, Max, il faut être rigoureux et patient. Très important. Et non, bah, après, je pense qu'on a fait le tour un peu. Hein. Ouais. Et puis après, bah, si vous êtes un peu gras, les gars, c'est normal. Hein. Ouais, c'est pas grave. C'est ce qu'on veut. C'est pas grave. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le corps fonctionne, enfin, en général, fonctionne un peu mieux quand il y a un petit peu de gras, un petit peu de réserve, C'est ça. plutôt que l'inverse. Bien sûr. Du coup, ne diabolisez pas ça. Et puis, si jamais vous voulez sécher parce que vous préparez un événement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. Nous, Voilà. enfin, du coup, on prêche un peu pour notre paroisse, mais en même temps, ça a du sens. Hein. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de leviers, enfin, de facteurs à prendre en compte dans une telle démarche, que ce soit d'un point de vue nutritionnel ou programmation d'entraînement, que vous n'avez pas forcément idée de tout ce qu'il faut faire, ou alors que vous n'avez juste pas l'expérience pour assembler ça au mieux. Donc si vous faites appel à un coach, vous faites gagner quand même beaucoup de temps, et moi, d'un point de vue charge mentale, je soutiens ça totalement, c'est de se dire, quand je mange, je pense seulement à manger et pas à comment je dois manger ou ce que j'aurais dû faire de mieux, etc. C'est juste, il y a un coach dont c'est le taf, qui a fait des études ou qui a des connaissances par rapport à ça, qui sait me dire ce qu'il faut faire. Et pareil pour l'entraînement, ça permet vraiment de garder que l'aspect confortable de la pratique, je dirais, et de se dire, là, j'ai juste à faire le taf, entre guillemets, à exécuter. Et c'est vraiment très confortable. Donc, tous les trois, on vous invite grandement à le faire. Bon, c'était un très très bon épisode, une très très bonne, un très très bon sujet. Ouais, j'espère que ça va vous aider pour vos prises de masse. Là. Et bon courage à vous si vous cherchez à faire une prise de masse. Hein. On sait que c'est pas forcément simple hein, si vous cherchez à dépasser vos limites. Voilà. En tout cas, nous, on vous soutient totalement. Et si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, faites-nous des retours. N'hésitez pas à dire s'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui vous paraissent importantes ou intéressantes à aborder. Je ne sais pas si on fera un épisode 2 de sitôt, mais il y a forcément des choses qu'on aura envie de revoir si jamais on repasse sur cet épisode et qu'on se dit on a manqué certaines informations intéressantes ou très importantes. Peut-être dans 1 an ou 2, on se dira qu'il y a même des informations qui sont plus à jour. Hein. Ouais. Donc il faudra faire une revue, une révision, je dirais, de cet épisode-là. Mais en tout cas, pour la nutrition et l'entraînement, vous avez les bases. Et après, le reste, c'est du bon sens. Donc, on vous fait confiance là. Vous avez toutes les clés en main pour réussir votre prise de masse, surtout si vous faites appel à un coach. Les gars, je vous propose tout de suite de passer au versus. J'espère que
J'espère que ce versus ça sera la première victoire de Victor sur Trésor. Ouais, bien sûr. Parce que c'est déjà gagné une fois, J'espère non vraiment. Ouais, t'as déjà gagné, je crois. Ah ouais? Bah si, Ah, ouais. je sais plus. Non, en vrai, je sais plus. J'avoue que j'ai un doute. Ouais, J'avoue ça doit que j'ai un dater doute. la victoire. Non, si jamais vous avez des infos par rapport à ça, ça nous fera plaisir de savoir que Victor a battu Trésor une fois. Du coup, j'ai 5-6 questions. J'ai organisé l'ordre, etc. parce qu'il y a des questions qui se répondent un peu. J'en ce jingle et je vous balance tout de suite la première question, Culture G. Ok les gars, donc pour ce 12e versus, 12e émission, 12e versus, je vous propose une première question sur l'invention du lait en poudre. Est-ce que vous savez me dire quand est-ce que ça a inventé et pourquoi, quand est-ce que ça a été inventé, pardon, et pourquoi c'est intéressant de situer ça un petit peu, de comprendre comment ça a été mis en place par rapport à notre épisode du jour sur la prise de masse. Vas-y, moi je dirais. Moi je pense que c'est assez récent le lait en poudre. Moi je dirais un bon petit 1950. Ok. Ça, j'aurais dit ça aussi, ouais. Je dirais 1934. Et on doit dire pourquoi. Ouais, pourquoi je vous parle du lait en poudre? Et je pense que de base c'était, d'après moi, peut-être pour les enfants, les petits qui n'arrivaient pas à, je sais pas, assimiler le lait en général. Et aussi je pense que c'était aussi une technique pour mettre, je sais pas, plus de compléments à l'intérieur, etc. Je sais pas du tout, franchement. C'est ça mon avis. Bah, si je vous parle du lait en poudre, c'est que forcément la whey, techniquement, c'est du Ouais. lait en poudre, hein. Voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous êtes pas mal éloigné quand même de la vérité. On est en 1908, donc là je Et- donne le point à Trésor. Et si je vous dis Maurice Gigoz, ça vous parle ou pas, Gigoz? Ah bah oui. Bah oui. Gigoz, c'est une célèbre marque Ouais, la marque. j'allais dire de compléments, non, d'aliments pour enfants, de préparation en poudre pour enfants. C'est avec l'éléphant, là, je crois. Non? Ou c'est Ah, l'autre? j'ai un doute. C'est l'ours bleu, non? Non, ça c'est Blédina. Ah ouais, c'est vrai. Ce c'est Blédina. Non, du coup, Maurice Gigoz qui a inventé le premier lait en poudre. Est-ce que vous savez comment il a fait? Ah, pas du tout. Je sais pas, il a mis du lait, il l'a fait sécher après. Non, on sait pas. Mais non, mais en fait, c'est intéressant parce que du coup, si vous savez ça à peu près, vous saurez dire aux gens qui pensent que c'est du dopage, que c'est pas naturel, etc., que finalement, c'est pas beaucoup moins naturel que juste préparer du pain ou ce genre de choses. En fait, il a chauffé du lait de vache Ouais. sous vide et à basse température. Ok. Et c'est ça qui donne le lait en poudre. Et Ah ouais. du coup, ça a permis de révolutionner un petit peu l'alimentation pour les enfants, hein, parce que du coup, toutes les femmes qui avaient des problèmes d'allaitement et tout ça, elles pouvaient se reposer sur ces solutions-là. Et puis, par la suite, il y a eu une utilisation pour d'autres choses, notamment pour la musculation plus tard, puisque, vous le savez, le lait propose un aminogramme très très intéressant là, de par la caséine qu'il contient. Donc, premier point pour Trésor. Bien joué, gros. Bien joué. C'est pas pour autant qu'il faut lâcher, hein, Victor. Moi, je compte sur toi pour gagner ce Première question, on versus-là. va pas lâcher quand même. Ouais, c'est ça. Là, on va passer à un au plus proche. Et je vais vous demander, d'après vous, combien d'adhérents y a-t-il chez Basic Fit en France? Ouh, la question de fou malade. En plus, je crois que j'avais déjà regardé ça. En France. Ouais, en France. Du coup, On c'est va un voir au pas plus mal. proche. Parce que là, c'est le sport le plus pratiqué. Ah ouais, non, frère, c'est chaud. Enfin, le sport, on en a déjà parlé. L'activité physique. Ouais, parce que dites-vous bien que parmi ces adhérents-là, c'est juste des gens qui payent Basic Fit. C'est pas des gens Ouais, qui ouais, vont chez Basic Fit, Ok. malheureusement. Ouais, c'est chaud. Hein. Donc il y en a combien d'après vous? Bon, vu que c'est Trésor qui a un point d'avance, c'est lui qui va Ah, j'aime s'exprimer en premier. bien. J'aime bien. À ton avis, il y en a combien? En France. Allez, je dirais 1 million. Ok, 1 million. C'est peu, je trouve. Hein. Ouais, c'est peu. C'est peu. Mais ouais. Ah, moi, j'aurais dit plus. Hein. Parce qu'on est combien d'habitants déjà en France? On est à peu près 67 millions. Ouais, 60, ouais, Vas-y, 68 même. moi, je dis. Toi, t'as dit 1 million? Allez, moi, je dis 5. 5 millions? Ouais, moi, je dis 5 millions.
Oh. Putain, 5 millions. Wow. Il y en a beaucoup quand même là. Bah, frère, il y en a, Bon, du coup, les gars, il y en a beaucoup qui payent. Hein. du coup, il y en a 3 millions. Ah, c'est Du coup, BG BG Quoi Bah, on donne le point à qui Ah, personne. T'as dit 1, Bah ouais. j'ai dit 5. Ah ouais. Bah ouais. Il me fait me crier victoire. Oh, Le pire, c'est que putain. j'allais dire 3 millions. Ah ouais Dis-toi que j'y ai pensé. Je me suis dit, je vais Tu t'es dit que c'était trop T'as été timide. Bon, du coup, malheureusement, j'accorde le point à personne sur ça. Mais ouais, juste pour votre culture G, hein, c'est se dire que en France, il y a 3 millions de personnes qui ont un abonnement chez Basic Fit. Mais tu sais que Pour moi, je trouve ça impressionnant. Ouais, mais moi, tu sais que je pensais qu'il y en avait plus encore. Hein. C'est abusé en vrai. Bah déjà 3 millions, c'est déjà. Bah, pas mal. j'ai pas regardé ces valeurs-là, mais il faudrait voir un petit peu la tranche d'âge parce que je pense que sur les 3 millions, t'as pas la tranche haute de la tranche âgée, je dirais, de la France. Du coup, il y a quand même une belle partie qui fréquente pas du tout ces salles-là ou alors qui s'entraînent dans d'autres salles. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ok, 3 millions. Bah, dis donc, j'avoue, ça fait un C'est beau. beau. Du coup, on est toujours à 1-0 pour Trésor. Ils doivent se faire un de ces chiffres, n'empêche. Là, j'innove un peu. Enfin, j'innove. C'est pas une grande question, hein, c'est un petit peu juste de la culture G, même je dirais plus de la. Ouais, je veux dire juste de la culture G. La question, c'est qui a dit. En gros, je vais vous balancer une citation Ouais. et vous allez essayer de me dire, d'après vous, Intéressant. qui a dit ça. Intéressant. Qui a dit ça. La situation du jour, c'est à 160 kg au décès, je peux te faire 6 reps. Est-ce que vous savez qui a pu dire ça? Ça, c'est de la citation. Ouais. En plus, on dirait une phrase de rappeur. Ouais, de ouf. Moi j'ai l'impression que c'est Bosch, ouais, un truc comme ça. Bosch. Moi j'ai déjà entendu dire Ouais. ça. Ah, pas bête. Intéressant. Pas bête. Intéressant. Mais je crois qu'il disait à 150. Il disait pas Ah ouais 160. Moi, j'ai Gradure, mais c'est pas lui parce qu'il dit 120 kills. Ouais. Il dit pas 160. Ouais. À l'ancienne. Ouais. 160, il fait 6 reps. Ouais. Ah non, je pense que c'est Tovaric là. Ah, il sait. Ah, Il sait. Bien joué. Les gars, j'ai même l'extrait si vous voulez. Vas-y. J'aime pas le bleu marine à cause des sirènes. À 160 kilos au décès, je peux te faire sirène. Ouh. Bête de son. Bête de son. Tovaric sur Street Fight avec Kalash Criminel. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut qu'on produise qu'on fasse une petite playlist pour partager nos sons rap, nos sons rap, tous les sons qu'on écoute à la salle pour se la buter. Du coup, le point à Trésor, bien joué à lui. Je l'avais Tovaric. mené sur la voie un peu, Hein le rappeur, tout ça. Je l'avais amené sur la voie un peu. quand Ouais, même. ouais. C'est Tovaric. grâce à toi tout ça. Bon, Mais, du coup, 2-0. Il fait vraiment 166 reps. Ah, mais c'est un montre. Je pense que dans. Non, mais moi, je pense pas. Hein. Ah, mais gros. Si, en Si, vrai, franchement, y a c'est moyen. un russe bien vénère et c'est un des seuls qui fait de la muscu dans ses clips. Ah, mais attends. Dans tous ses clips. Non. Vous avez pas vu. Il y a moyen. Ah ouais Vous avez pas vu. Il y a Dommage. moyen. Mais Dommage. non. Ah, je te jure que si, gros. Mais non. Ah, y a Ah, moi, des- ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Ah, si, gros. Ouais. Vas-y. Ah bon, ok. Mais ouais, du coup, Tovaric qui nous dit 160 kg au Grosse développé force à couché, je Tovaric. peux faire 6 reps. Question suivante. Vu que c'est Trésor qui 2-0. mène la danse, je dirais, c'est une question une question simple. J'en ai deux. J'en ai une pour chacun d'entre vous. Victor, ce que je te propose, c'est que je te dis les deux questions et tu choisis à laquelle tu veux répondre. Ok, vas-y. La première question, c'est quelle est la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique? Et la deuxième question, c'est quelle est la différence biochimique entre les protéines animales et les protéines végétales? La différence, quoi? Biochimique? Ouais. Enfin, en fait, ouais, ou plus simplement, comment on fait pour différencier une protéine animale d'une protéine végétale? D'un point de vue scientifique et pas seulement juste dans l'assiette. Ah, gros, franchement, les deux questions sont assez complexes pour ma part. Hein. Moi, j'aimerais quand même partir sur la deuxième question. Ouais. Je pense que tu l'as en vrai. Donc, la Plus, on l'a différence biochimique, Ouais. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit en parlant de la prise de masse. on l'a dit tout à l'heure. On Ouais. l'a dit tout à l'heure. Oh my god. Non, en vrai, franchement, je me rappelle même plus. Hein. Bon, du coup, pour t'aiguiller un petit peu, une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Ouais. Comment on fait pour différencier une protéine animale d'une protéine végétale? Je sais pas, ils en ont des différentes, mais gros, je sais pas les blazes. C'est plus par rapport à l'ensemble. Pourquoi est-ce qu'on recommande les protéines animales plutôt que végétales? Parce qu'elles sont plus chargées en. Je sais pas, peut-être qu'on les synthétise mieux. Bah pourquoi? Ah ouais. Bah, en vrai, c'est. Bah, en vrai, t'es dessus.
Enfin, Est-ce que tu te souviens de la notion d'acide aminé essentiel? Ah, il y en a plus du coup dans les protéines animales que dans les protéines végétales, Il c'est y en ça? a pas. Bah, ouais, si, on peut dire qu'il y en a Ouais, plus. en gros, il y en a. En gros, dans les protéines animales, il y Ouais. a tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que le corps ne peut pas synthétiser. Ok. Alors que dans les protéines végétales, suivant le type de protéine, il en manque souvent un. Ok. C'est pour ça qu'on parle de facteurs limitants. Tout à l'heure, on a dit dans les protéines végétales comme les légumineuses, le facteur limitant, c'est la méthionine. La méthionine, c'est un acide aminé essentiel, du coup, qu'on ne retrouve pas dans les légumineuses. Ok, d'accord. Et pour les céréales, c'est la lysine. Ok, ça marche. Donc la différence biochimique, enfin j'ai dit biochimique pour faire peur un peu, mais en gros, c'est que si tu regardes la molécule, t'as pas tous les acides aminés essentiels. Ok, ça marche. Ok. Du coup, Trésor, tu vas nous répondre à l'autre question. C'est quoi la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique? L'index glycémique, ça va être en gros la capacité d'un aliment à faire varier la glycémie, donc après son ingestion. Mais du coup, là, en gros, la différence, ça va être surtout l'index glycémique, ça va être de manière isolée. En général, c'est pour ça qu'on dit que la charge glycémique est plus importante, c'est qu'en général, on prend jamais un aliment de manière isolée. Donc, on prend un ensemble d'aliments lors d'un repas, et du coup, la charge glycémique va avoir cette notion du coup de quantité qui va être associée à ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est une notion plus intéressante que l'index glycémique, quoi. Ouais, parce qu'en gros, si on calcule la charge glycémique, en général, on va multiplier l'IG par la quantité de ce glucide, enfin de cet aliment-là qui est ingéré. Très bien. Ok, bien joué. Bon, du coup, on va mettre un point pour Trésor quand même. Ouais, bien joué. Ça nous fait 3-0. Et il me reste 2 questions, malheureusement. Moi, je crois qu'il y en a 2 points, tu m'avais dit. Non, la prochaine question, c'est un classement. Je devrais vous donner un petit papier quand même pour faire ça. On a beaucoup parlé des glucides, de l'importance de la gestion des IG. Ouais. Notez miel, sirop d'agave, sirop d'érable, sirop de grenadine et maltodextrine. Du coup, je répète, miel, sirop d'agave, sirop d'érable, grenadine et maltodextrine. Yes. C'est bon? Ouais. Yes. Ma question, c'est quoi, dans l'ordre croissant, le classement que vous pouvez faire de ces aliments par rapport à leur index glycémique? Ok. Donc, pour rappel, Trésor vient de l'expliquer, l'index glycémique, c'est la capacité qu'un aliment a à faire varier la glycémie et du coup la quantité de glucose dans le sang. Et l'IG, en général, enfin, quand on dit que l'IG est haut, c'est à partir de 75, il me semble, 75 à 100. Ouais. C'est-à-dire que du coup, il va induire une forte réponse à l'insuline. Du coup, le sucre va vite rentrer dans les cellules, mais ça va faire fortement varier la glycémie. Ouais. Donc, d'après vous, je vous invite à mettre des valeurs arbitraires entre 0 et 100 pour me faire un petit classement. D'après vous, c'est lequel qui a l'IG le plus bas? Moi, j'ai dit grenadine. Ok, Trésor? Moi, je dirais d'agave, allez. Ouais. C'est Trésor qui est sur la bonne voie, c'est sirop d'agave Ok. avec 35. Un IG à 35. Ok. Le deuxième. Là, je dirais Moi, grenadine. Moi, je dirais sirop d'érable. Vous l'avez pas, c'est le miel. Ah ouais? C'est le miel. Ouais. Ah, franchement, Le miel, j'ai trouvé à 55. Moi, je l'aurais mis tout en haut, moi. Du coup, troisième, là, sirop d'érable. Victor. Grenadine. Ouais, non, c'est le sirop d'érable, du coup, à 65. C'est Trésor qui est mieux parti. ça met. Il nous reste quoi? Il nous en reste 2. Ouais. Moi, je dirais grenadine et maltodextrine. Et toi? Allez, je dis l'inverse pour le jeu. Ouais, mais du coup, le plus élevé, c'est bien la maltodextrine à 95 et la Mais c'est grenadine quoi à la- 70. C'est quoi la maltodrixine, gros? Je sais pas ce que- La maltodextrine, c'est un sucre qui est utilisé pour les sports, les sportifs, souvent les sportifs d'endurance, je dirais. Parce que du coup, l'IG est très très haut. Ça se trouve, par exemple, dans les dates? Non. Non, en général, ils vont prendre ça en supplément, tu vois. Ok. Ouais. C'est vraiment un truc que. En muscu, il y en a certains qui l'utilisent pour avoir des glucides à l'entraînement. Ok. C'est pas trop juste utile, un mais- sucre. Donc, si tu pouvais refaire un petit récapitulatif du classement. Du s'il coup, te le plaît. plus bas, c'est le sirop d'agave. Ok.
Ensuite, on a le miel, le sirop d'érable, après la grenadine et après la maltodextrine. Ok. Bon, bah, bien joué, gros. Ouais, du coup, Victor, si tu buvais du sirop de grenadine en disant tranquille, l'IG est pas haut, Non, ça bah, du coup, ravise-toi. Point pour Trésor, qui était du coup le plus proche avec son classement. Bravo, gros. Mais c'est normal, c'est son domaine, hein, c'est lui le diététicien. Il maîtrise. Il connaît les IG par cœur. Dernière question. Vous savez que j'aime bien faire des enchères, du coup, on va se placer sur ça avec des marques de créatine. Du coup, vu qu'on a conseillé beaucoup dans nos épisodes sur l'hypertrophie et sur la prise de masse de prendre de la créatine, j'aimerais qu'on fasse des enchères sur les marques de créatine avec un petit bonus. C'est-à-dire que si vous me citez des marques de créatine qui vendent de la créatine Créapure, je les compte double. Donc on va laisser Trésor lancer les enchères. Combien de marques de créatine tu peux nous citer? En sachant que les marques de créatine Créapure comptent double. 5. 6. Voilà, je vais jouer, gros. 7. Allez. 10. Ouais, non, je le laisse. Il s'arrête là. 10, c'est pas possible. Ok, C'est bah, pas possible. Non, c'est pour lui. Ah, putain, j'étais pas à l'aise. Non, c'est gros, bien sûr que c'est possible. Il y a Vas-y. énormément de marques. Surtout si tu me cites, sans faire exprès, des marques qui sont Créapure, ça va aller très très vite. Ah, ça vaut 2 points. Ouais. Du coup, Ouais. le petit chrono, comme d'habitude. Allez, 1 minute. On essaie de faire ça efficacement. Ça challenge un peu. Du coup, j'ai sous les yeux les marques de créatine qui vendent les plus connues qui vendent de la créatine Créapure. Du coup, si tu me les cites, je te compte double direct et je te le dis d'office. Ok. Donc, c'est quand tu veux. Vas-y. Greenway. Ok. Nutrimuscle. Nutrimus, ça compte double. MyProtein. MyProtein, ça compte double. Ils vendent une créatine Créapure. On a 5 déjà. IFIT. IFIT 6. Eric Favre. Eric Favre compte double. On a non. 8. On manque de gros. Non, tu mens. Si, il y en a une facile. Il y en a une facile. Ouais. Ah, mais gros, moi, je perds mes moyens dans ce genre de moment. Il est sous pression. Sous la pression. Force. Enfin, moi, j'ai Ça, tu commences à me perdre. Voilà, faut pas que je l'écoute. Je commence à me perdre. 20 secondes. Il n'y a pas une marque Bulk. Si, c'en est une. On a 9. Et on a dit Greenway, Nani. Waouh, frère. Ah, j'ai envie de péter un câble. Et. Malheureusement, on a passé la minute. Il y avait NutriPure. Tu connais NutriPure, non? Non. Bah si, Christophe Cariou, tu l'avais même partagé, je crois, à un moment, dans le groupe. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'aime bien en parler parce que c'est une autre marque. Enfin, j'aime bien leur Je marketing connais qui pas. est très scientifique. Et Ah oui, c'est dont tu me parlais la dernière fois. Ok. Ouais. Ah puis ouais, je NutriPure l'avais qui pas. t'aurait compté double. Hein. Mais Ah ouais. ouais, en fait, il y a il y a Bodyathlon, WFN, My Muscle, Vitastrong qui vendent aussi de la Créapure. Sinon, j'ai pas regardé Bulk. Il y a Natura Force aussi, mais je sais pas si... Ouais. C'est de la Créapure. Je vais regarder tout de suite si Bulk, ils vendent pas de la Créapure. S'ils vendent de la Créapure, t'es à 10. Déjà, t'es à 10. Parce que j'ai pas surveillé cette marque. Attention. Je vais peut-être gagner un point. Eh, mais gros, à chaque fois que je suis contre Trésor, je me fais allumer, frère. Pitié, un petit point. Fais genre, je te passe un billet après. Ah, BG, c'est Créapure. Bien joué à toi. Yes. Non, la créatine de Bulk n'est pas Créapure. C'est une créatine monohydrate halal. Ok. Ah, je savais pas, tu vois. Du coup, le point va à Trésor, malheureusement, même s'il n'a pas été très joueur sur ça. Ouais. Ah non, il a ça été fait... malin. Ouais, il a été malin. C'est le jeu aussi. Mais je pense que C'est le jeu tu aussi. les avais faciles. Je pense que tu les avais faciles, gros. Ouais. C'est juste que t'avais pas confiance en les Modestes, Créapures. il est très modeste. Ouais. Bon, du coup, ça nous fait une victoire pour Trésor. Victoire écrasante. Hein. Ouais, bien joué à lui. Donc, ça veut dire que le prochain, c'est moi qui le mets en place, c'est ça? Si t'es chaud, tu t'y colles. Allez. Exactement. Et tu nous prépares des petites questions intéressantes. Ok, En tout cas, on espère que celles-là, elles vous ont intéressé, qu'elles vous ont aidé à vous faire un avis sur les marques, les C'est produits
à favoriser dans cette prise de masse. Ah oui, c'est sûr. On peut dès maintenant vous annoncer l'épisode de la semaine prochaine. Allez. Parce que dans la logique des choses, après une prise de masse, dans le bodybuilding, on parle de sèche. Ouais. Du coup, même si dans cet épisode-là, on vous a expliqué qu'on vous invitait plus à faire une prise de masse mesurée, qui ne nécessitait pas de cut, de sèche après, on va quand même vous donner des petits conseils pour la sèche, parce qu'il y a forcément des gens qui, plus que de la prise de masse, ont besoin de perdre du gras, du coup de sécher. Tout simplement. Donc, l'épisode de la semaine prochaine sera consacré à la sèche. Comme ça, vous serez en place pour cet été, vous aurez tous les conseils à suivre pour être prêt. Vous avez largement le temps de vous préparer. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission, les gars. Ouais, merci à vous tous. Hein. Merci. Et encore une fois, faites-nous des retours sur ce que vous pensez La prise de des masse. conseils et tout ça, tout ce qu'on vous partage, tout ce qu'on vous donne. Et merci à vous déjà pour tous les retours, parce que moi j'en ai eu quelques-uns quand même, et ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir de se sentir soutenu et d'avoir l'impression de partager des choses intéressantes ou qui comptent. Nous, on veut vraiment améliorer ce podcast, cette émission. Du coup, n'oubliez pas d'y participer, du coup, de prendre contrôle de cette émission et nous suggérer des sujets, des invités et des concepts. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous sur ça et de voir comment on peut faire évoluer cette émission pour qu'elle vous convienne au mieux. D'ici là, force à vous, à la salle, au taf, en Comme cours. d'hab, hein. Votre progression n'a pas de limite, alors croyez en vous. C'était MVT. À la prochaine, À la hein, prochaine, les gars. les gars. On est ensemble. Salut les gars.